Alors, donc bonsoir les gars. Donc là, je viens vous parler donc des poules E et F qui ont connu leur conclusion aujourd'hui. Donc la poule E, dans un premier temps, donc était composée de la France, de l'Équateur, de la Suisse et du Honduras. Et ce qu'on peut en dire, donc en commençant par la France, c'est que les Bleus, les Bleus ont agréablement surpris dans la manière et la maîtrise qu'ils ont affichée. Bon, je ne sais pas sur les 3 matchs, mais surtout les 2 premiers matchs. Il faut d'abord savoir que cette équipe est venue au Brésil entourée de polémiques concernant surtout la non-sélection de Nasri. Une non-sélection que moi je trouve tout à fait justifiée parce qu'elle exclut un joueur au potentiel indéniable, au talent indéniable, mais qui n'a jamais vraiment rien montré, n'a jamais vraiment montré qu'on pouvait compter avec l'équipe de France. Bien sûr, le parallèle pourrait être fait avec Benzema qui, pendant à peu près une année, a traversé une vraie période de vache maigre. Mais il avait la confiance du sélectionneur. Allez savoir maintenant ses relations avec le sélectionneur, ou les engagements, ou le degré de confiance que le sélectionneur lui a donné. Mais Nasri ne peut s'en prendre qu'à lui-même. Parce que une des justifications avancées par Deschamps à l'époque était que Nasri était quelqu'un, non pas d'ingérable, mais qui n'a pas l'esprit de groupe. Et pour Deschamps, cet esprit de groupe est important. Autre chose aussi, Deschamps n'est pas Prandelli, comme j'ai pu voir le parallèle être fait. Deschamps n'a pas la patience ni cette mentalité à s'occuper de cas difficiles. Un gars comme Nasri, qui lui montre carrément qu'il n'est pas content de ne pas être joué titulaire, ou qui montre carrément que voilà, il a des droits, ou bien qui montre un caractère qui ne lui plaît pas, Deschamps va juste couper court et va le cader de son groupe. Qu'on dise ce qu'on veut, l'absence de Nasri pour moi était tout à fait justifiée. Il n'avait rien à faire ici. Quand il a eu sa chance, et il a eu sa chance depuis Domenech, il a eu sa chance sur Domenech, sous Blanc, qui n'avait même fait un capitaine lors d'un match, je crois, c'était contre le Luxembourg, et donc sous Deschamps lors de l'Ukraine-France du match aller. Il n'a pas vraiment montré quelque chose qui puisse instiller le doute dans l'esprit du sélectionneur. Et donc, c'est avec ces polémiques que l'équipe de France est arrivée au Brésil, avec aussi l'interrogation qui était de savoir, fallait-il jouer un 4-3-3 avec Benzema en pointe, ou fallait-il jouer avec Giroud devant, et donc soit faire un 4-4-2, soit décaler Benzema sur un côté. Et ce qu'on a pu voir, c'est que lors du premier match, Deschamps est parti avec un système pareil à ce que j'ai nommé en premier, donc Benzema en pointe et Griezmann qui remplaçait au pied levé un Ribéry, dont l'absence fut perçue comme un vrai coup dur. Parce que bon, depuis au moins 2-3 années, c'était le leader technique de l'équipe, la caution, grand joueur, grande star. Son absence a été vécue comme un vrai coup dur. On parle d'un joueur qui est passé pas très loin du Ballon d'Or, qui fait partie de ceux qui portent le Bayern depuis 2-3 saisons. Et donc, on se disait comment faire, comment est-ce qu'elle allait faire. On s'est demandé à un moment, est-ce que l'équipe de France allait pouvoir dépasser cette absence-là et quand même proposer un jeu qui puisse convaincre à la fois ses supporters et ses détracteurs. Griezmann, qui a fait une excellente saison à Sociedad, l'a remplacé aussi au pied levé. Et pour en revenir un peu plus au jeu, cette équipe de France a fait quand même preuve d'un savant mélange de solidité et de technique. Ça se voit à travers le 11. Donc, Loris dans les camps, c'est le capitaine. Une défense, déjà première interrogation, fallait-il faire jouer Sakho ou Koscielny? Moi j'ai revu Koscielny, le coach est parti pour Sakho, qui, il est vrai, a un vrai plus au niveau physique, au niveau puissance, qui s'est d'ailleurs vu contre l'Honduras, qui en plus est beaucoup moins, a un tempérament beaucoup moins bouillant que celui de Koscielny. Sur les côtés, donc Debuchy et Evra, voilà. Moi j'aurais vu Digne aussi à ce niveau-là, mais bon,
après ce que j'ai pu entendre, il était assez indiscutable. Il est indiscutable à sa poste. Il a vraiment écarté la concurrence. Un trident parisien, si je peux dire. Matuidi, Cabaye, Pogba. Avec donc Cabaye en 6 devant la défense pour allonger le jeu. Et juste devant en piston, Pogba et Matuidi. Alors, ce Matuidi que j'ai vu sur ces 3 derniers matchs est un Matuidi qui depuis presque une année est en constante progression sur le plan offensif. C'est-à-dire que c'est un milieu défensif à la base, c'est un pur milieu défensif qui jouait latéral même à une époque à Saint-Etienne et qui donc sous Laurent Blanc a été repositionné un cran plus haut par rapport à ses habitudes. C'est-à-dire que dans son nouveau positionnement, Matuidi est le milieu avec Pogba, mais même je crois même un peu plus que Pogba qui doit se projeter vers l'avant. Un peu, je dirais, l'exemple que je donne à la Yaya Touré ou à la Vidal, si vous voulez, même à la Vidal. Il doit se projeter, il doit vraiment faire preuve d'une meilleure présence offensive, donc de meilleur réalisme. Et ce que j'ai pu voir depuis Paris jusqu'à maintenant, c'est que de plus en plus, il évolue de plus en plus, il apprend à avoir un profil beaucoup plus offensif que son profil de départ. Et c'est phénoménal. C'est phénoménal parce que c'est un joueur tellement appliqué, c'est un vrai monstre physique. Et si vraiment il arrive à maîtriser cet aspect-là, si jamais il y arrive dans les mois ou dans les années à venir, il sera vraiment inarrêtable à son niveau. Déjà là, en Europe, il n'y a pas beaucoup d'équivalents. Et je trouve que dans le milieu actuel de la France, c'est vraiment l'élément clé, celui sur lequel vraiment Deschamps peut compter pour faire vivre ce milieu de terrain. Parce que, Cabaye aussi, je ne l'écarte pas, il allonge beaucoup le jeu, c'est un moyen de jeu reculé. Bon. Mais l'autre membre qui est Pogba, moi je trouve que, en extrapolant un peu de tous les milieux de terrain, c'est le plus doué, c'est celui qui a le plus gros bagage technique. Mais il souffre d'un excès de facilité. C'est-à-dire que c'est le genre de joueur pour qui le football est tellement facile. C'est-à-dire qu'il y a tellement d'aisance, qu'il y a tellement peu de difficultés à faire son jeu, qu'il y a des moments où il ne se force pas. Et qu'il ne se force pas et donc il va tomber dans des excès que sur certains moments il va trop appuyer sa passe, il ne va pas assez l'appuyer. Et il va aussi, actuellement encore il le fait, il se laisse emporter par sa fougue. Il se laisse emporter par sa fougue contre le Honduras, il aurait mérité un rouge. Même si on aurait dit que c'était sévère parce que c'est dans le coup, c'est dans le feu de l'action, il aurait mérité un rouge. Et c'est vraiment un joueur qui, si jamais il arrive à se calmer à ce niveau-là, alors il va vraiment devenir une vraie machine de guerre, lui aussi comme tu dis, il va vraiment devenir une vraie machine de guerre. Mais il a cet aspect encore au niveau du mental, au niveau de la personnalité qui doit encore un peu plus canaliser. Il faut vraiment se concentrer et toujours rester à 100% dans son match. Parce qu'il y arrive vraiment. Alors vous savez, c'est le genre de joueur tellement doué que il ne se force pas. Voilà, si vous voulez, il ne se force pas toujours sur ses actions. Et ça transpère aussi cette année avec la Juve, ça transpère souvent avec la France. Et lors du match contre le Honduras, il a fait son jeu, mais évidemment, ce petit problème caractériel est apparu. Et c'est sans doute peut-être ce qui a motivé le coach à le faire jouer, à ne pas le faire débuter lors du deuxième match. Certains l'ont perçu comme une sanction, mais moi je pense que c'est surtout un rappel de la part de Deschamps pour bien lui montrer qu'il ne peut pas tout se permettre et que les solutions sont là. Je crois que ça fait du bien à son ego, de bien réaliser que il est doué, mais il n'est pas aussi indispensable au point de pouvoir faire ce qu'il veut. Et donc une attaque dans le premier match, Benzema en pointe, Valbuena en droite et Griezmann à gauche. Valbuena, c'est officiel pour ceux qui ne n'étaient pas avant, c'est vraiment le leader technique de cette équipe. C'est-à-dire sa manière à faire, sa facilité à jouer dans les espaces, dans les jeux courts. Les courts, il est petit de taille, ça aide. Mais sa capacité à jouer dans les intervalles, à toujours proposer des solutions, à pouvoir toujours se positionner entre les lignes et jouer vite. Et aussi son abnégation, son travail défensif, le fait qu'il ne lâche pas, même quand les taclés se relèvent, il recourt derrière le ballon. C'est admirable. C'est admirable, surtout quand on sait par quoi ce joueur est passé. Parce qu'on a beau dire, mais
Deschamps n'a pas toujours été fan de Valbuena. À Marseille, à ses débuts, il le mettait sur le banc. Il n'a pas toujours été fan de Valbuena. Et je me rends compte qu'au fil des années, Valbuena a su gagner la confiance, il a su gagner l'affection de son coach. Grâce à un état d'esprit sans faille. C'est sur ça qu'il a payé. Valbuena, Nasri est meilleur que lui au niveau technique. C'est indéniable. Mais au niveau engagement et au niveau esprit d'équipe, au niveau mentalité, il est un cran au-dessus de Nasri. C'est-à-dire il va faire ce qu'il sait faire, ce qu'il peut faire, il va le faire bien. Il va se défoncer sur le terrain. Et ce n'est pas pour rien que jusqu'à la date d'aujourd'hui, il était le seul joueur de l'effectif à avoir fait tous les matchs de ça. Ça s'est arrêté aujourd'hui. Il était le seul joueur à avoir fait tous les matchs. Parce que son mental était là. Donc Benzema lui, est apparu en confiance. Certainement grâce à la victoire des champions, mais aussi à une saison quand même assez bonne, que je dirais même très bonne. Il est en confiance, il a tenté, il a mis un doublé lors du premier match, il aurait pu avoir plus. Griezmann a montré de très bonnes choses. C'est un joueur confirmé de la Liga. L'équipe de France peut voir de l'avenir avec lui. Parce que bon, si je compte souvenir, Ribéry avait dit qu'il arrêterait à la fin de ce mondial. Là, il ne l'a pas joué. Je ne sais pas s'il va rester sur ses positions. Mais Griezmann a vraiment un potentiel. Il a vraiment quelque chose à apporter. Lui aussi, il doit s'inscrire dans la constance pour vraiment sécuriser sa place de titulaire. Donc cette équipe de France là que je viens de citer, c'est celle qui est passée sur l'Honduras 3-0. En deuxième match, alors on s'attendait à ce qu'il y ait quelques difficultés parce que c'était la Suisse, l'autre grosse équipe de la poule qui est sortie première de son groupe de qualification. Et là, ça a été une surprise dans le sens où la France a explosé, cette équipe de Suisse. Elle a explosé dans la vitesse, elle a explosé dans l'engagement, elle a explosé dans le réalisme. Conjugué peut-être aussi à la blessure de leur meilleur défenseur côté suisse, mais vraiment sur tous les ballons, elle a été meilleure. Et il faut aussi voir si ce n'était pas à mettre en rapport avec le fait que du match de Honduras au match contre la Suisse, la France avait changé de système. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que sur le banc, on avait un certain Giroud qui n'était pas content de ne pas être titulaire au premier match. L'a fait savoir et bon, je ne sais pas ce qui s'est dit en interne, mais toujours est-il que au deuxième match, il a joué partant en pointe. Benzema s'est décalé. Donc Pogba, que moi j'estime qu'il a été peut-être un peu puni de son comportement lors du premier match, a été laissé sur le banc et a été remplacé par Sissoko. Et ce qu'on a vu de ces deux changements directs, c'est que Sissoko a apporté, il est moins technique, mais là, au point de vue puissance et au point de vue engagement, il a apporté un plus. Lui et Matuidi, ils ont bouffé la paire Inler-Benrahma lors de ce match. Leur abattage au milieu a été extraordinaire. Ils ont ressorti extrêmement vite les ballons vers l'attaque, ce qui a fait qu'en fait Valbuena et Benzema et Giroud les avaient constamment dans les pieds. Il les contraints allaient très vite et c'est ce qu'on a pu voir lors du deuxième match où je crois qu'il y a eu quasiment 2 buts en 3 minutes ou 4 minutes. C'est-à-dire qu'ils se projetaient tellement vite. Et grâce à la puissance de Sissoko, grâce au fait aussi que quelque chose que j'ai remarqué, c'est que Giroud, quand il occupe la pointe, Benzema qui occupe le côté gauche, ça libère beaucoup plus Benzema, qui n'a pas donc à occuper une position axiale et qui donc se permet de se balader sur tout le front d'attaque. Pour moi, je trouvais ça un peu aberrant, mais il s'avère que tactiquement c'était très intéressant. Giroud, on ne le dira pas assez parce qu'on n'a pas trop vu Arsenal, mais Giroud, dans le jeu aérien, il offre une variation plus grande. Dans le jeu de haut but aussi, il offre de vraies solutions qui vraiment offrent beaucoup plus d'opportunités à cette équipe de France, soit dans le jeu à terre avec Valbuena, dans le jeu court, ou soit dans le jeu long avec Giroud. Elle a vraiment des armes qu'elle a étalées face à la Suisse. Et elle est passée dessus, elle a mis 5 buts, elle aurait même pu en mettre plus. Par contre, derrière, elle prend 2 buts. Bon, conséquence directe ou pas de la sortie de Safo. Mais l'essentiel est là, cette équipe a impressionné. Elle a impressionné fortement lors de ce deuxième match. Et tout à l'heure, lors du troisième match, Deschamps a fait beaucoup tourner, ça s'est vu. J'ai quand même pu noter, pour moi, je ne sais pas ce que la notation dira, mais la bonne prestation de Schneiderlin, tout en calme, tout en sérénité.
C'était sa première sélection, je crois que c'était sa première titularisation, donc il a vraiment fait dans la sobriété. Bon, Sagna, Digne n'ont pas vraiment pu tirer leur épingle du jeu. Bon, il n'y avait pas Valbuena aussi, et ça s'est vu, parce que la majeure partie du temps, la France a essayé de jouer long et n'a pas vraiment joué dans les espaces. Parce que bon, il n'est peut-être pas le joueur adéquat pour le faire, même s'il y avait Griezmann. Bon, il fait un 0-0. Un 0-0 même qu'elle aurait pu gagner, parce que ce qu'on oublie de dire, c'est qu'en face, l'Équateur avait un gardien en état de grâce. Ce genre de choses, quel que soit le talent, ça compte. Il faut demander au Brésil contre le Mexique. Dominguez en face, donc contre l'Équateur, a tout ressorti. Donc la France aurait très bien pu gagner ce match par plusieurs buts d'écart. Ça n'a pas été le cas, mais l'essentiel était là. Donc elle fait ses 7 points. Elle sort première. Et donc va affronter le Nigeria en 8e. Moi, j'ai la place favorite pour ce match. Parce que j'estime que cette équipe peut vraiment monter en puissance encore plus. Par contre, je me demande maintenant, parce que là Deschamps a un dilemme, est-ce que Deschamps va revenir à son 4-3-3 ou persister avec le 4-3-3 si on se base sur ce match d'aujourd'hui, tout à l'heure, persister avec le 4-3-3, ou va-t-il retenter le coup du deuxième 4-3-3, si je peux me dire, avec Giroud en pointe. Ce sera à lui de voir. Certainement, il va établir son 11 en fonction de l'adversaire. Mais bon, moi je me dis que quel que soit le 11 mis en place, l'équipe va pouvoir carburer correctement. Donc, en deuxième, on a eu la Suisse. Alors la Suisse, elle commence son match un peu difficilement contre l'Équateur. Elle commence son tournoi un peu difficilement contre l'Équateur. Il faut savoir que cette équipe de Suisse, bon, d'ailleurs je n'ai pas vu Barnetta, je ne sais plus pourquoi, peut-être l'a arrêté. Je n'ai pas vu Der Diop non plus. Cette équipe de Suisse, elle est composée dans sa défense. Elle a une défense un peu lourde, excusez-moi. Une défense un peu lourde. Que ce soit Giroud ou Senderos ou même Van Bergen, qui est plus solide que l'autre, mais bon, c'est pas vraiment ça. Des latéraux, Lichtsteiner que tout le monde connaît, qui est une référence de la Serie A, Ricardo Rodriguez, qui est une découverte pour moi. Bon, je ne le connaissais pas. Un milieu de terrain, là aussi de très haut niveau, parce qu'on a la paire de Naples, Inler, Berami, et devant, trois petits joueurs, les cochons techniques que sont Granit Xhaka, Shaqiri à droite, et à gauche, bon, dans un premier temps on avait Stoker, puis on a eu Mehmedi, et cette équipe avait toutes les armes en main pour pouvoir proposer un jeu vraiment attrayant, un jeu vraiment léché. Bon, contre l'Équateur, elle est tombée sur une équipe équatorienne qui elle aussi était assez connue pour faire ça. Elle a galéré. Moi j'estime que lors de ce match-là, bon, il y avait une erreur de casting parce qu'il y avait Stoker qui joue titulaire et devant on avait Dremic. En deuxième temps, lors du match contre l'Équateur, ils ont été remplacés par respectivement Mehmedi et Seferovic, et ça s'est vu, ce fut les deux buteurs. Et donc c'est le même 11 qui est reparti contre la France, et contre la France ils ont explosé en plein vol. C'est-à-dire, depuis beaucoup de personnes ont dit ouais, la Suisse est faible, la Suisse est faible. Non, la Suisse n'est pas faible. La Suisse n'est loin d'être faible. Elle a été première de sa poule encore une fois. En Coupe du Monde depuis 2006, elle a de très bons stats. Mais voilà, c'est le genre de match où tu tombes sur une équipe plus forte que toi, qui a plus en confiance. Et aussi, ils avaient perdu leur meilleur défenseur central, ça s'est vu. Giroud a fait un penalty idiot. Il est lent, il est pâteau. Senderos qui est rentré aussi n'est pas mieux. Donc leur défense centrale est vraiment le talon d'Achille de cette équipe. Et ils l'ont payé cash. Ils l'ont payé cash contre la France. Ça a coulé de toutes parts. Tout au plus ont-ils réussi à réagir vers la fin en mettant 2 buts. Et là, donc, contre le Honduras, ils ont su se ressaisir. Preuve que le match de la France peut être perçu comme un accident. Ils ont gagné, je crois, 3 ou 4-0. Je crois 3-0. Je ne suis pas sûr. Shaqiri a mis un triplé. Le deuxième triplé du tournoi après celui de Müller. Et donc, cette équipe de Suisse, je crois, donc la défaite contre la France peut leur avoir servi d'électrochoc. Et là, donc, ils vont sortir et affronter l'Argentine. Et moi, personnellement, j'estime que la Suisse a les moyens de battre l'Argentine. Parce que cette Argentine-là, que j'en reparlerai dans une autre vidéo, n'en a pas convaincu, mais elle a l'avantage d'avoir un joueur extraordinaire en la présence de Messi. Mais la Suisse a les armes au niveau tactique et au niveau même jeu d'équipe, pour pouvoir fortement rivaliser avec les Argentins en 8e. Donc en 3e, l'Équateur. Bon,
Euh, je dirais qu'elle a manqué de chance. Lors du premier match, elle a pêché par excès d'individualisme parce qu'ils prennent leur deuxième but. Ils prennent le deuxième but suisse sur une erreur de l'attaquant qui peine à conclure cette action et sur le compte qui suit, ils prennent un but. Contre le Honduras, ils gagnent. Et là, contre la France, ils auraient pu gagner parce qu'ils ont proposé du jeu, ils ont vraiment proposé des actions. Mais ça a été vraiment plus un manque de chance qu'un vrai manque de talent. Cette équipe compte quand même compté dans ses rangs Antonio Valencia, le capitaine, qui n'a pas vraiment montré grand-chose. Et qui a gagné sa mondiale sur un rouge. Les deux découvertes, c'est-à-dire les deux vraiment bons joueurs qu'il faudra suivre, Jefferson Montero, l'ailier droit, et Ener Valencia, qui a mis 100% de son équipe. L'attaquant mobile, vif, assez renardé surface, qui se déplace bien dans les 18 derniers mètres. Les deux là, franchement, je garde un œil dessus. Je m'attends à les revoir dans un bon club européen bientôt. Et donc, cette équipe d'Équateur, voilà. Elle aurait pu sortir, elle aurait pu battre la Suisse, et même là contre la France, elle aurait pu avoir quelque chose, mais il y a vraiment manqué un petit peu pour pouvoir concrétiser ses actions, pour pouvoir concrétiser, avoir plus de réalisme, peut-être avoir plus de chance aussi. Et donc, enfin, le Honduras, qui est venu et qui a fait du Honduras. À leur crédit, on peut mettre le fait qu'au moins qu'ils ont mis un but, ce qu'ils n'avaient pas réussi à faire depuis, je crois, le mondial 82 ou 86, je sais plus. Bon, on peut noter, on peut noter personne de cette équipe. Tout au plus, j'ai vu un certain Nadja, un jeune, et aussi l'attaquant Kosli, qui a réussi à marquer donc le seul but hondurien de cette Coupe du Monde. Wilson Palacios, qui a fait du Palacios. Il sort de son mondial dès le premier match en se prenant en rouge. Voilà, donc on dirait il y a vraiment, moi personnellement, il n'y a rien à relever dessus. Elle finit quatrième parce qu'elle ne pouvait que finir quatrième. Voilà, bon, certainement la revoir au prochain mondial, mais bon, c'était pas fameux. Bon, ah oui, ils sont surtout signalés par un jeu hyper violent. Ils étaient vraiment agressifs. Et voilà, là, ils sont éliminés et sans surprise. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire en résumé sur le groupe E. Et après, donc là, je vais passer tout à l'heure au groupe F. Merci beaucoup. Au revoir.